Signia Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, installez-vous autour de ceux qui donnent tout leur talent, leur énergie pour rendre la vie tellement plus sympa vers chez vous. Chez lui, à Échirolles, comme sur les planches les plus prestigieuses, ce comédien crève l'écran, tape dans l'œil des plus grandes productions, mais reste toujours plus proche des jeunes de son quartier. Pas un quartier, mais un espace pour tous, ouvert à tous, pour y boire ou manger, travailler, créer, se trémousser. Cet ancien couvent est devenu le lieu qui rassemble à Grenoble. Des murs qui s'habillent aux couleurs de la société qui bouge quand l'art colore la ville et fait réfléchir les citoyens. C'est la ville la plus plate de France qui prend du relief. Un relief qui va très haut, ça n'est ni plus ni moins que le plus grand festival de street art en Europe. La 11e édition devrait porter le nombre d'œuvres à peu près 500. Allez, les paris sont lancés, mais il faut résister aussi. Jérôme Katz, bienvenue. Bonsoir. Directeur du Street Art Fest Grenoble-Alpes. Le contexte que vous ne cachez pas, ce sont des baisses de financement qui impactent aussi la programmation. On va découvrir quels murs vont reprendre vie dans ce contexte-là. Et c'est une nouvelle vie entre les murs d'un ancien couvent qui s'offre grenoblois et à tous les autres. Comme un nouveau pays de tous les possibles, le Minimistan est devenu le lieu le plus incontournable depuis son ouverture grâce à vous, Marie. Bienvenue. Bonsoir. Marie Pesanti, cofondatrice de ce lieu, ce tiers-lieu ultra plébiscité par tous les publics. Et on va vous dire pourquoi et comment dans un instant. Et des quartiers d'Échirolles au cinéma, il n'y a qu'un pas, peut-être, en tout cas tout un parcours, beaucoup de persévérance. Le talent d'un artiste peut être né, en tout cas il l'est devenu. Il s'appelle Brahim Koutari, retenez bien son nom et déjà son visage. Bienvenue. Bonsoir, merci. Je suis très contente de vous retrouver. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ben oui, très bien. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous, justement, on aura beaucoup de choses à dire. Vous êtes un comédien, désormais. Tout à fait. Ça y est, c'est rentré dans votre esprit, ça ? Normalement, ça y est, comédien professionnel en plus. Professionnel. Normalement, ouais, ça y est, c'est rentré dans la vie de tous les jours et j'espère longtemps. À 30 ans ? 30 ans, ça va. Et ouais. J'ai une bonne... Ça a bien commencé, on va dire. Ça va. Bah, Louis de Funès, c'était après 50 ans Voilà, qu'il a véritablement percé. Aujourd'hui, on peut prendre le temps. D'ailleurs, on en a la preuve. Attention, vous nous avez livré un... Ça, c'est un docu en soi. C'est un truc, c'est un inédit. Personne n'a encore vu cette image. C'est une série Netflix que vous venez de terminer de tourner avec Jonathan Cohen et François Damiens. Ça s'appelle... Les Lyonnes. Les Lyonnes. C'est réalisé par Olivier Rosenberg, que je remercie beaucoup. Waouh. Alors ça, c'est l'aventure... On peut la revoir, là, cette photo. J'aimerais savoir, parce que ça nous intrigue de vous voir. Vous êtes au volant d'une voiture. Exactement. C'est une exclue. Je n'ai pas le trop droit d'en dire normalement, mais disons que vraiment, ce que moi je peux dire, c'est que ça va être un vrai banger, ça va être un vrai carton, parce que c'est une énorme série. Pour moi, c'est l'accomplissement d'années de travail, des nuits blanches et beaucoup de travail et beaucoup d'échecs aussi à des castings. Mais voilà, ça va être vraiment fin d'année, mois de décembre. Je vous assure que vraiment, ça sera un vrai banger. Il faut patienter un peu, forcément. Jonathan Cohen et François Damiens, deux comédiens, deux acteurs qui sont très, très tendance en plus, très plébiscités. Ils sont drôles, donc ça sera extrêmement drôle. Eh ben alors, c'est action, il y a de l'action quand même, il y a du suspense et il y a beaucoup de comédie aussi. Il y a des actrices formidables avec moi, Pascal Arbio, Zoé Marshall, Rebecca Marder. Il y a vraiment, une flopée d'acteurs et d'actrices incroyables avec moi. Vous prendrez bien un petit autographe, un petit selfie après. Vous pouvez commencer déjà à le monnayer parce qu'à mon avis, celui-ci, il va valoir son pesant d'excitation, en tout cas, bien sûr. Vous êtes né à la clinique des Cèdres, alors l'ancienne clinique des Cèdres du côté du quartier Mounier. Voilà. Et petit à petit, vous avez eu cette idée d'être comédien qui a germé dans votre esprit. Mais quand on vit à Échirolles, quand on vit dans un quartier... Pour vous, vous disiez, c'est juste une utopie, c'est pas pour moi ? C'est impossible. Je me disais que forcément, moi, il n'y a personne de ma famille qui est dans le milieu. J'ai pas, on va dire, la porte ouverte ou un pas dedans. Le seul pied à l'étrier, c'était mon quartier.
C'était un peu le théâtre de ma vie. Il s'y passe plein de choses bien aussi. Il y a des jolis endroits. Et donc, du coup, c'est ça qui a fait travailler mon imaginaire. Et c'est là où je me suis dit, OK, eh ben, grâce à ça, je vais y croire, grâce aux habitants, grâce à mes parents, grâce à tout ça, je vais y croire. Je savais très bien que ça allait être extrêmement dur. On vous disait que vous étiez bon comédien à l'école, la poésie, comme ça, non? Oui, je suis un bon orateur. J'ai 0 à l'écrit et 20 à l'oral. Donc ça va, je m'en sors plutôt bien. Mais, ça fait une bonne moyenne. Ouais, voilà, ça fait une très bonne moyenne. Mais non, ouais, on me l'a dit que ça allait être très compliqué. Mais certains, et ma mère surtout, a toujours cru en moi. M'a toujours dit, tu vas le faire. Et tu vas le faire, tu vas y arriver. Et j'ai écouté parce qu'il faut écouter sa maman. Et parce que je l'ai écoutée, elle a eu raison, donc j'ai gagné. C'est une bonne leçon aussi. Hein. D'accord, il faut persévérer alors. Exactement. Bravo à votre maman qu'on... bien évidemment. Et puis, une personne, notamment Ali Djilali, qu'on connaît bien sûr, ici, sur tout le territoire, qui vous a vraiment... qui a allumé cette petite... qui a provoqué cette étincelle. Exactement, c'est grâce à lui. C'est le premier atelier théâtre de toute ma vie. J'étais au lycée, vraiment en bac pro, en terminale, électricien. Premier atelier avec Ali Djilali. Oui, on parlait d'étincelle, donc forcément, c'est grâce tout compris. À l'électricité, forcément. Mais Ali Djilali, premier atelier. Et de là, vraiment, il m'a amené dans d'autres ateliers. Il n'a pas voulu me lâcher. Il m'a accompagné. Et finalement, il a bien fait de m'accompagner parce que c'est grâce à lui que j'ai fait la toute première pièce de théâtre en 2012 à Grenoble qui s'appelle Don Quichotte, mise en scène par Chantal Morel. Et c'est grâce à lui que j'ai pu... mettre un pied à l'étrier. Oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé? On ne devient pas comédien. Alors certains peut-être sont repérés. Là, on voit ici votre petite... là, on voit pas mal d'extraits de ce que vous aviez pu faire. Vous avez bénéficié d'un concours qui proposait de gagner une formation de théâtre à Saint-Étienne. Racontez-nous. En fait, ce qui se passe, c'est que la Comédie de Saint-Étienne, donc Arnaud Meunier, qui était le directeur de cette école, qui est aujourd'hui le directeur de la Maison de la Culture à Grenoble, a fait un stage égalité des chances à Grenoble. J'ai eu la chance de participer, car un metteur en scène, Nasser Djemaï, qui vient d'ici, oui, bien sûr, m'a inscrit, m'a dit voilà, il faut absolument que tu fasses une école. Et de là, j'ai fait une classe prépa à la Comédie Saint-Étienne. Et j'ai passé des concours et j'ai eu cette grande école, la Comédie de Saint-Étienne, où des grands acteurs comme Samy Bouajila, Pio Marmaille sont passés par ces écoles-là et qui aujourd'hui sont des références. C'est des concours extrêmement compliqués. Parce qu'il y a 1000 candidats, ils sélectionnent 5 filles, 5 garçons. Donc, c'est très sélectif. J'ai fait partie des 5 retenus. Un échirolois, encore un autre, parce qu'il y avait Samy Bouajila, mais un autre échirolois qui rentre à la Comédie de Saint-Étienne. Pour moi, c'était extraordinaire. C'était extraordinaire, j'y croyais pas. Et j'ai fait cette école. Et vous avez appris l'art dramatique, vous avez appris toutes les formes d'expression? La danse contemporaine, le chant. On a fait beaucoup de chant aussi. Je pense que c'est, on va dire, l'art qui m'a le plus attiré, que j'ai découvert. Faire des cours de chant, apprendre à connaître mon corps, c'était vraiment très important. Et l'après-midi, oui, on a rencontré une flopée de metteurs en scène et metteuses en scène qui nous ont portés vers le haut, qui nous ont fait progresser. Et j'avais hâte d'être à la sortie. Donc, de 2017 à 2020, j'ai fait l'école. Je suis sorti en 2020 diplômé. C'est un diplôme qui s'appelle le DNSCP, Diplôme National Supérieur de Comédien Professionnel. Waouh. Alors là, ça y est, j'ai ma carte, je suis pro. Et donc, je peux faire, entre autres, du cinéma. Il faut vous chercher un petit peu dans la bande-annonce, mais on vous y a trouvé. Ça, c'est un film qui est sorti en 2025. Je crois qu'on l'a 2024. Vu. Ouais, 2024. Exactement. La bande-annonce a été mis en datée 2025, à 2025, c'est pour ça. Avec Camille Cotin, avec Benjamin Biolay, qui chante comme vous aussi, et qui joue au cinéma. Dans une histoire assez... c'est forcément une comédie, c'est une comédie sociale. Exactement. Dans laquelle vous jouez, on va vous voir dans un petit instant. Ouais. C'est ça, dans un squat. Exactement. En fait, on a une association. Là, je joue. C'est mon premier vrai film où vraiment j'ai eu la chance d'apparaître à l'écran. J'ai eu vraiment l'un des rôles importants dans ce film parce que la réalisatrice Julie Navarro, elle m'a fait confiance. Et de jouer aux côtés de Camille Cotin, Benjamin Biolay, Amroula, qui est aussi l'un des acteurs principaux. C'est formidable. J'ai la chance de rencontrer des grandes actrices, des grands acteurs. Et là, on vous y voit. Je l'ai mis au ralenti. Voilà. C'est vous avec le bonnet. Là. Voilà. Et j'ai la chance vraiment d'être le cuisinier de toute l'asso où dans tout le film on me voit un peu évoluer avec Amroula et c'est mon premier rôle assez important dans un film et je suis très heureux de l'avoir vu plusieurs fois et je le revois de temps en temps. S'il vous plaît, avec en plus Camille Cotin qui est très très en vue en ce moment. Camille Cotin, c'était un plaisir pour moi d'être avec elle au plateau
Et non, vraiment, je suis très, très heureux. Et après, j'ai une belle suite quand même après. Ça a ouvert tellement de portes aussi de faire ça. Lesquelles, par exemple? Au cinéma, il y a quelque chose qui arrive? Alors, au cinéma, il y a la série Les Lions qui arrive forcément au mois de décembre. Et c'est sur Netflix, mais ça ne sera pas dans les salles? Non, ça ne sera pas dans les salles. Ça sera que sur Netflix. Il y aura forcément, peut-être, je dis ça comme ça, mais une saison 2 qui peut-être se dessine. Oui, et, on peut en dire un peu plus. Allez, on a quand même visiblement une bonne saison 2 pour vous. Il va y avoir une bonne saison 2 normalement qui sont bons pour les actrices et les acteurs, dont moi. Et normalement, je devrais l'année prochaine, peut-être cette fin d'année, l'année prochaine, réaliser mon premier film sur Échirol. Voilà, on est encore en conception, mais ça sent très bon pour la suite. C'est quelque chose, j'ai pas trop le droit de dire encore, mais c'est vraiment un projet. Mais c'est pour le cinéma et je vise vraiment le cinéma Gaumont, tous les cinémas de France et tout ça. Alors, le cinéma en tant qu'acteur, réalisateur, une comédie musicale, vous pouvez y aller si vous savez danser, chanter, bien sûr, mais également les planches, alors, puisque vous savez tout faire, et notamment jouer à l'Odéon, un des plus beaux théâtres, moi j'ai pas peur, un des plus beaux théâtres au monde, pour l'avoir vu. C'est l'un des plus beaux théâtres au monde, l'Odéon. Bien sûr. C'est extraordinaire, Où vous y avez joué les Paravents. Exactement, de Jean Genet, mise en scène par Arthur Noziciel, qui est pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'Odéon, c'est la consécration, c'est les dorures, le rouge. Avant, ça s'appelait le Théâtre de France. Donc c'est aussi mythique de jouer les Paravents là-bas parce que c'est quand même, ça parle explicitement de la guerre d'Algérie sans être cité. Mais c'est formidable pour une actrice et un acteur de jouer là-bas, aussi jeune que moi, sortant d'école en 2020. Je remercie vraiment Arthur Noziciel et toute l'équipe de m'avoir mis là-dessus, Arnaud Meunier. Mais vraiment, c'est l'amour du théâtre, c'est l'amour du jeu. C'est pour ça que je fais ce métier. Et j'étais tellement heureux de fouler les planches de l'Odéon. Et même pour mon quartier qui connaît juste de nom l'Odéon, je pense que pour moi, vraiment, j'ai dit, OK, là, je viens de cocher une case. Là, ça y est, je l'ai fait. Et sachant que vous en aviez aussi coché quelques-unes, vous parliez de réalisation aussi tout à l'heure. Il y a quelques années déjà, vous aviez réalisé une petite série dédiée à votre quartier. Exactement. C'est ça. Tenez, on écoute d'ailleurs justement ce petit extrait, écoutez-vous. Je suis de ceux qui connaissent très bien la signification d'être dans la merde. Je suis de ceux qu'on contrôle violemment au faciès. Pourquoi tu m'arrêtes moi? Hein? Je comprends pas, il y a un truc qui te dérange dans ma tête? Je suis pas plus différent qu'un autre, hein? Regarde, pourquoi ce dénigrement? Pourquoi toute cette haine? T'as rien sur toi? Réponds-moi. Doucement, je t'ai dit j'ai rien. Quoi doucement? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content, Chalgoumi? T'as repêché Chalgoumi, ouais. Quoi? Sur les états généraux. Je répète, rodéo sauvage sur les états généraux. Brahim, est-ce que tout part de là aussi finalement? Exactement. Votre inspiration, vous la puisez forcément, dans les habitants, dans la vie de tous les jours qu'on peut vivre au quotidien, que ce soit en termes, je vais dire, de racisme, de faciès, de violence, de toutes ces choses-là, de zones abandonnées, si je peux me permettre de dire ça aussi, zones abandonnées où on a besoin parfois de s'exprimer, on a besoin de parler, on a besoin de mettre des mots, on a besoin de danser, on a besoin d'endroits aussi où on peut parler d'autres choses, être libre. Et du coup, oui, tout part de là. Et je suis très heureux que toutes ces habitants et toutes ces structures aussi, les structures, je parle vraiment des bâtiments et des habitants, ont fait qu'aujourd'hui, bientôt, au mois d'octobre, je vais pouvoir leur donner la parole et les représenter dans un spectacle qui me tient énormément à cœur. Oui, le faire sur les planches aussi, c'était important comme une mission pour vous? Oui, forcément, c'est une mission, parce que c'est un accompagnement, c'est une transmission, c'est un texte des habitants et c'est écrit par Adèle Gascuel, qui est une autrice, c'est mis en scène par sa femme Catherine Huggraves et c'est produit par la MC2, par Arnaud Meunier, que je chéris dans mon cœur, mais c'est vraiment une passation, c'est le discours d'un peuple, c'est le texte du peuple. On l'a d'ailleurs. Alors c'est une affiche. C'est pour l'instant vous êtes en résidence à la MC2. Vous êtes en train de le préparer ce spectacle. C'est votre adresse? Exactement. Je vis encore là-bas. Vous n'avez pas peur aujourd'hui d'avoir tous va. les fans qui viennent se presser? Vous les accueillerez? Oui, si on me ramène des bouquets de fleurs, avec grand plaisir. Moi, je veux bien. Pas de problème. Non, vraiment. Mais oui, c'est mon adresse. C'est de là où tout part.
Vraiment, 24 places Beaumarchais, c'est le début. C'est vraiment cet endroit-là qui a fait qu'aujourd'hui, je suis la personne que je suis devant vous tous et tous. C'est vraiment ça qui a fait que je suis l'acteur que je suis, l'habitant, le citoyen que je suis. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec la MC2, travailler avec Adèle, Catherine, autour de ce texte, autour de cette résidence et de ce spectacle. Pour tous les Grenoblois et Échirolois, s'il vous plaît. C'est ça, du 7 octobre au 16 mai. 7 au 16, c'est exactement, ça. Et ensuite dans toute la France. Et parmi ces missions que vous avez, celle de transmettre. Vous n'avez pas attendu d'avoir fait votre temps, d'avoir... vous donnez déjà des cours de théâtre parce que ce que vous voulez, c'est que les jeunes de votre quartier à Échirolles croient en leurs rêves comme vous avez cru au vôtre. Et notamment par le théâtre. Peut-être qu'ils feront du théâtre, peut-être qu'ils feront autre chose, mais au moins... ils y croient. Par le théâtre, parce que du coup, forcément, je suis un habitant de chez eux. On se ressemble beaucoup. Et vraiment, ça peut être tout. Il y a des garçons, il y a des filles, il y a des vieux, il y a des vieilles, il y a des jeunes, il y a de tout. Et pour moi, c'était hyper important de transmettre ça. C'était hyper important parce que le théâtre, on en a besoin pour toute la vie. Comment on s'exprime, comment on se tient, comment on prend la parole, la confiance en soi. C'est des choses qui sont hyper importantes et que des fois, on oublie de travailler avec le temps où, en fait, on va dire, OK, t'as pas le talent, tu réussis pas. Non, c'est parce qu'on a besoin de travailler. Et finalement, c'est plus un lieu de rencontre. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on manque de rencontres entre êtres humains, on va dire ça. Et j'ai l'impression que le théâtre, c'est l'endroit où je me sens à l'aise, parce que c'est vraiment sur scène où je me sens vivre. Et c'est là où je rassemble un peu tout le monde, un peu tous ces jeunes. Vous voulez être présentateur télé aussi, parce que là, vous venez faire la transition avec notre invité suivant, bien sûr. Bien. On parle de lieu de rencontre, bien sûr. Ce qui, en tout cas, pour conclure, a vraiment accroché les plus grands directeurs, les producteurs, c'est ce regard. Visiblement, vous jouez aussi avec votre regard. Forcément. Je dirais que c'est la touche grenobloise, c'est la touche de chez nous. Il y a quelque chose dans le regard qui est puissant, qui est charismatique, qui est délicat, mais il y a du vécu, il y a plein de choses, il y a des émotions, et j'aime bien, dans le texte 24 Place Beaumarchais, il y a une phrase qui est très importante, je dis, si on nous regardait vraiment en face des trous, et pas tout le temps de travers de biais. Et ça, c'est valable pour tous les habitants et les habitantes de Grenoble. Allez, dites-le nous avec ce regard, désormais, place... Désormais, place au lieu de toutes les rencontres. Toutes les rencontres. C'était quoi le mot? Ça s'appelle le minimistan. Non, je cherche le mot. Le pays des possibles. Voilà, c'est ça. Le pays des possibles. Exactement, le pays des possibles. Allez, on y va tout de suite. Merci, Brahim. Merci à vous. Merci. Il va falloir échanger les contacts, ou même pas d'ailleurs, on n'a pas besoin de vous contacter. La porte est ouverte au Minimistan. Donc on peut aussi venir s'exprimer, faire du théâtre, donner nos petits cours de théâtre si on veut, avec nos jeunes. Ouais, tout est possible, parce que justement, c'est le pays des possibles, donc il n'y a plus qu'à inventer. Et c'est pour ça que les portes à l'entrée du bâtiment sont grandes ouvertes, pour justement laisser l'opportunité à tout un chacun de venir nous proposer des projets, des spectacles, des événements, et qu'on puisse les co-construire ensemble et les faire exister. Est-ce que je peux venir, par exemple, vous préparer des petits biscuits, les donner pour tout le monde, par exemple, des petites choses sans cuisson? Ça, je peux, par exemple, pour les gens qui travaillent. Voilà, je les fais à ma petite table. Ça, alors il y a toute une réglementation quand même au niveau de l'hygiène alimentaire que je ne maîtrise pas tout à fait. Et si je vous donne tout, voilà, la liste des ingrédients, la provenance, tout est possible. Hein. Tout est possible. Je crois même que quelqu'un un jour est venu avec un tour et a fait de la poterie. Oui, voilà. on accueille vraiment toute forme d'art et de culture. Et finalement, chacun peut venir s'installer. On a accueilli aussi des ateliers de vannerie. Enfin, vraiment, chacun trouve sa place dans ce lieu pour venir proposer aux autres d'avoir un regard un peu différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Finalement. Et c'est incroyable mais vrai. Il s'appelle le Minimistan, ce lieu. Vous le connaissez probablement, car depuis son ouverture, c'est devenu un véritable coup de cœur. Le lieu sans lequel les Grenoblois ne seraient plus. C'est ce que certains nous disent. On se demande comment a-t-on fait aussi longtemps sans le Minimistan? Alors, c'est une bonne question. Oui, il a grandi dans votre tête. Hein, quand il même, a grandi dans notre tête. C'est quelque chose qui a existé et puis qui existe au travers de finalement énormément de Grenoblois, parce que tout le projet a été pensé avec une communauté d'entrepreneurs grenoblois et qui avaient envie de s'autoriser des espaces de rencontres pour penser ensemble et pour expérimenter d'autres façons de faire et de vivre ensemble. Oui, on voit ici le soleil lumineux. Pourtant, entre les murs, on est ici dans un ancien couvent qu'on va redécouvrir dans un moment. On est dans un quartier politique de la ville. On est dans un cloître.
Et il n'y a rien de plus ouvert. C'est à la fois un restaurant, un lieu de coworking, c'est à la fois un lieu de conférence. On vient y boire, on vient y produire même une liqueur, visiblement. On va aussi découvrir ça. C'est ça, en fait, le lieu des possibles. Il fallait un espace qui soit ultra pluriel. Ultra pluriel et dans lequel on pouvait s'autoriser d'y passer un maximum de temps finalement et toute la journée. Donc avec des activités qui sont proposées en fonction des différents temps de la journée pour que chacun y trouve une possibilité de passer la porte d'entrée et de venir s'installer. Alors soit en effet sur une table dans la terrasse, mais ça peut être aussi dans notre espace de coworking, dans les bureaux qu'il y a en face pour voir un spectacle, pour découvrir les expositions qu'on propose. C'est quand même pas tout freestyle. C'est-à-dire que si on veut donner des cours de théâtre, si on veut donner des cours de dessin, si on veut venir réviser ensemble, peut-être il faut quand même prévenir. Bien sûr, il y a toute une équipe qui coordonne toutes les activités pour qu'elles puissent coexister justement et que ça se passe bien. Donc évidemment, il faut prendre contact avec l'équipe du Minimistan pour savoir ce qui est possible et dans quel cadre et comment. Mais il n'y a pas d'arrêté a priori, quoi. L'équipe va le rendre possible. C'est pas possible, faites pas comme vous voulez, mais on va faire en sorte que vous fassiez ce que vous voulez. C'est finalement le sens du tiers-lieu. Oui, un tiers-lieu, ça veut à la fois tout et ça veut tout dire. Ça veut tout dire, ça veut surtout dire que c'est un espace commun en fait. Et comment est-ce qu'on fait pour apprendre à vivre ensemble les uns à côté des autres dans cet espace commun avec chacun ses envies. Alors, on retourne au XVIIe siècle, hein, c'est ça. C'était un couvent. Alors ça, c'est une ancienne photo, mais il est là vu du dessus. Hein. Le couvent des Minimes, qui s'est transformé au fil des siècles. Oui, alors la confrérie des Minimes avait un premier couvent qui était à Saint-Martin-d'Air et puis ils ont construit celui-là pour se rapprocher de la ville. Et finalement, ils s'y sont plus ou moins installés. Mais c'est un couvent qui a appartenu finalement très peu de temps à cette confrérie et qui a été repris par la ville, puis par l'université, qui en a fait un lieu de séminaire, et puis qui a été redonné à la ville, qui en a fait plutôt une maison des associations et un foyer pour étudiants, jusqu'à lancer cet appel à projet auquel on a répondu. L'appel à projet, il s'appelle Graines de projet. C'est un projet municipal qui vise à transformer le patrimoine urbain, en lieu de partage, lieu pour tous. Donc favoriser les initiatives et créer. Et ensuite, les projets sont sélectionnés. Ce qui avait été le cas pour vous. Qu'est-ce que vous aviez proposé au départ? Un projet de cowork? Non, pas du tout. C'était exactement le projet qu'on voit vivre aujourd'hui. Mais il y avait déjà du cowork. Il y avait déjà l'espace de coworking, parce que l'espace de coworking, Mathieu Gentil, mon associé, l'a créé il y a déjà 13 ans. Donc ça fait déjà longtemps qu'il existe, et d'où notre communauté d'entrepreneurs qui nous accompagnent dans tout ça. Et donc qui était déjà bien présente. Et finalement, c'était assez basique. On savait que les gens avaient besoin de travailler dans le quotidien, donc avec cet espace de coworking. Mais on savait aussi qu'ils buvaient un café le matin, qu'ils mangeaient le midi, qu'ils avaient envie de boire un verre le soir, qu'ils aimaient sortir. Enfin voilà. Et du coup, c'était comment est-ce qu'on réunit ça dans un même endroit pour finalement faire lieu de vie ensemble. Ce sont les usages qui finalement vous ont inspiré ce projet, ou c'est parti d'un désir profond que vous aviez de voir naître un lieu comme celui-ci, personnellement? Plus qu'un lieu, c'était vraiment un projet avec une ampleur sociale et sociétale, et de pouvoir se dire comment est-ce qu'on arrive à ouvrir des espaces où les gens vont s'autoriser à expérimenter de nouvelles façons. On a les récits qui nous sont amenés par les sociétés et qui nous enferment finalement, enfin par les sociétés, par nos familles, par tout ce qui peut nous enfermer dans quelque chose. Et finalement, comment est-ce qu'on ouvre ce champ des possibles en créant un espace où les gens trouvent de la liberté. Et c'est 4000 m² quand même. Et c'est 4000 m², oui. Donc il a fallu bien le réfléchir aussi. En 2018, il avait été accepté votre projet. Ce sont près de 300 Grenoblois, c'est ça, qui l'ont financé, donc cette communauté d'entrepreneurs dont vous parlez? Tout à fait. C'est grâce à 300 Grenoblois qu'aujourd'hui, on a pu financer les travaux et l'existence du Minimistan. On peut dire que c'est fini, ou il y a encore des projets? Non, il y a encore des travaux. Non, là, aujourd'hui, on a rénové une grosse moitié, on va dire, du bâtiment, mais il reste à peu près la moitié à rénover encore. Donc, il y a des travaux qui sont prévus dans les prochains mois pour monter dans les étages, finalement, et ouvrir de nouvelles activités. Jérôme, une idée, une envie, un truc? À l'intérieur, on arrive des fois à amener quelques couches de couleurs. Et oui, on a vu ça déjà, et quelques touches de saveur. Vous avez un bar et un restaurant. C'est peut-être la raison pour laquelle on vient le plus. On vient consommer, on vient y manger, à la cantine, au bar?
Je crois que c'est ce qui a permis d'ouvrir grand les portes et fait que les gens sont venus en nombre, en effet. Le découvrir. Et c'est une première porte d'entrée et c'était volontaire parce que finalement, c'est assez facile d'aller dans un bar sans le connaître et sans avoir l'impression d'y être invité. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout quand les gens osent passer la seconde porte et se disent tout ce qu'il y a à découvrir par ailleurs dans le lieu. Oui, alors, qu'est-ce qu'on y mange ? On y mange que des bonnes choses, on a des super chefs. Toutes les semaines, on a un menu pour le midi avec un plat classique et un plat végétarien. On a toujours une formule végétarienne. Et le soir, c'est plutôt une carte de tapas à partager entre amis. Très bien. Donc, on peut être à la fois localisé, circuit court et très international en termes de cartes. Ensuite, on vient donc y travailler. Alors, vous avez rendu le cowork carrément sexy aussi, chez Cowork. Chez Cowork, et c'est important parce que finalement, chez Cowork, c'est chez les coworkers. Donc, c'est vraiment, ça leur appartient, c'est chez eux. Et c'est avant tout à eux de faire vivre cet espace et de se l'approprier. Donc, pour faire naître des startups, travailler ensemble pour apprendre à travailler ensemble, s'entraider sur certains problèmes et difficultés, pouvoir trouver son prochain associé, sortir un peu de nos espaces d'isolement dans le travail et pouvoir s'ouvrir à d'autres gens. Et puis, une distillerie, c'est ça. Alors, autant on produit une certaine liqueur en chartreuse dans un monastère, c'était quoi le but dans un couvent? D'avoir aussi la liqueur de la ville? Ça peut faire écho en effet au couvent et au fait que dans ces anciens bâtiments, il y avait toujours une zone de production et assez souvent de production d'alcool. Et puis après, il y a toute l'expérimentation qu'il peut y avoir avec cet alambic. Alors déjà, l'objet est absolument magnifique. Et puis, voilà, tout ce qu'on peut créer avec. Alors, il y a l'alcool, mais il y a plein d'autres choses, finalement, qu'on peut... des tisanes, des huiles essentielles. On peut inventer plein de choses. Et du coup, voilà, nous, pour l'instant, on a proposé une première gamme d'alcool qui accompagne assez bien, finalement, le bar et qui permet de recentraliser un peu une production sur place aussi. Oui, surtout qu'on peut participer à des ateliers drink and draw, j'ai vu, c'est-à-dire on boit et on dessine. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'idée des recettes pompettes? Vous vous êtes dit, on va refaire ça, sauf que on va peut-être pas aller aussi. C'est l'initiative d'un de nos usagers, Arthur, qui est venu nous présenter en fait son idée. Lui, il aimait dessiner, mais un peu pareil que le coworking, il en avait marre de le faire seul chez lui, et du coup, il s'est dit, je vais pousser la porte d'un café et je vais inviter des gens un peu par hasard pour voir si ça peut fonctionner. Donc c'est plutôt sur le temps de la journée, il y a pas, ils viennent pas boire de l'alcool pour dessiner, c'est pas du tout le principe. Mais voilà, ils viennent s'installer dans le bar sur une grande table, ils ont un thème à chaque fois qu'ils viennent et ils dessinent ensemble. Donc ça part du bon sentiment de faire un portrait un peu comme ceux qu'on voit ici derrière nous et ça finit en Picasso. Non, c'est un peu ça. À voir, à tester. On peut boire aussi, bien sûr, je sais pas comment on appelle ça, des mocktails, c'est ça, sans alcool. Des mocktails sans alcool. Mais bien sûr. Et bien sûr, quand on dit dessiner, qui dit dessiner dit exposer. Je ne sais pas si on va pouvoir voir les drink and draw sur des murs, mais on peut exposer, et parfois aussi au bénéfice des associations. C'est le cas si vous nous regardez ici, en cette milieu du mois de mai, une exposition au profit de Locomotive pour les enfants atteints de leucémie. Oui, tout à fait. Alors c'est super parce que dans l'histoire, Locomotive avait leur bureau au départ dans l'ancien couvent des Minimes. Et puis ils ont déménagé un peu plus loin dans le quartier. Et avec Isabelle, qui est porteuse de l'association, on s'était toujours dit qu'il faudrait qu'on arrive à faire des choses ensemble. Et finalement, là, c'est l'artiste Scooby qui est venu nous rencontrer et qui nous a dit qu'il allait proposer une exposition où toutes les œuvres d'art seraient proposées à la vente aux enchères pour rétribuer les dons à cette association-là. Et du coup, ça a écrivé une jolie histoire et ça faisait une jolie boucle dans tout ça. Donc, on les a accueillis depuis lundi, là, et ils sont là pendant 15 jours. Donc, vous l'avez dit, vente aux enchères. Elles seront vendues aux enchères. Est-ce qu'on peut les revoir si ça vous intéresse? Parce que il y a des collages, il y a des clins d'œil à Banksy, il y a des... c'est très, très sympa aussi. C'est très dans l'air du temps, un peu sociétal aussi. Je ne sais pas, Jérôme, ce que ça vous inspire? Je reconnais quelques artistes qui ont participé au festival. La scène locale doit être assez présente. Ouais. Oui, ça a l'air assez bien. Ah oui, une Joconde comme on l'avait jamais vue. Et également la chanteuse de Chaka Ponk, d'ailleurs, le groupe qui maintenant n'existe plus. Donc ça peut être un chouette souvenir. En plus, avec cette toile qui décidément reflète bien toute l'énergie de ce groupe et de cette musique. Donc là, voilà, encore une autre idée pour Space Junk et pour le Street Art Festival. Tout est possible. Pour l'instant, il n'y a pas de lien? Vous n'avez pas de partenariat? Non, pas encore. On vient de se rencontrer. Donc Vous avez vu, hein, les murs, il y a plein de couleurs. Eh ben, bien sûr. Et merci vraiment au Minimistan. J'ai appris que stan, en fait, ça veut dire pays, c'est ça? Fait, oui. Comme Ouzbékistan, Exactement, Kazakhstan. voilà.
Voilà, donc le Minimistan, le pays des minimes, mais qui sont maxi possibilités. En tout cas, bravo vraiment à vous, Marie, et à Mathieu Gentil, bien sûr, avec qui vous avez co-créé cet espace devenu donc indispensable. Et on vous y attend. Allez-y tout de suite, poussez la porte. Rue du Vieux-Temple, c'est rue des Minimes. Rue des Minimes, voilà, dans le Minimes, quartier très cloître. Voilà. Eh bien, merci. On retourne tout de suite faire de la couleur sur les murs. Vous voyez, Jérôme, que vous avez déjà posé votre empreinte sur le plateau de Télé Grenoble. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière moi ? On a Obéi, là-haut, ici. Celle-ci, on peut toujours la voir, hein, en face pas loin de la bibliothèque municipale. Et puis ça, pourquoi ? Alors, ça y est, c'est fini, ça y est plus. Ce qui est juste là derrière moi, ces trois beaux visages. Trois portraits, ils ont disparu, victimes de leur succès ou des graffeurs locaux. Donc, c'est le street art, sa vie, hein. Dès qu'on est à portée de main au rez-de-chaussée, généralement, il peut y avoir des gens qui repassent. Donc on va refaire notre habillage, je vous rassure tout de suite. Alors puisque vous venez d'en parler, nous on va quand même donner une date à cet événement du 27 mai au 29 juin prochain. Le street art, il est intemporel finalement, il appartient à tous, il appartient à la rue, il appartient aux gens et il se prolonge dans le temps, parfois très longtemps. Bon, celle-ci est un petit peu plus haute, hein, si on veut aller la taguer, hein, sait-on jamais, mais c'est pas dans l'esprit quand même. Non, l'esprit ça se respecte. La partie basse qui n'est pas peinte au pied de cette œuvre qui est déjà un petit peu en hauteur et régulièrement taguée. Donc. Mais ceux qui savent, ils n'y touchent pas. Ça dépend. Vous savez, le street art, c'est l'expression de tout le monde. Donc il y a des artistes qui ont pignon sur rue, qui sont très bons, qui en vivent, d'autres qui débutent. Et quand on débute et qu'on a 14-15 ans, on va manger le monde, on pense qu'on a tout compris, qu'on sait tout, on a une énergie incroyable et elle est belle cette énergie, mais on peut que la constater. Et parfois, il y a des jeunes qui arrivent et puis qui vont taguer sur de la vieille pierre, sur des vieilles portes en bois, sur d'autres pièces ou des œuvres qui sont un peu plus respectées des anciens en fait. Et donc, comme pour tout, j'imagine, il y a une certaine maturité qui arrive avec l'âge. Et il faut bien que jeunesse se fasse. Parfois, jeunesse se fait au détriment de belles œuvres dans le monde du street art. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Et donc, il fallait bien un événement annuel pour initier un peu ces esprits, à tout âge d'ailleurs, mais aussi pour faire grouiller les énergies, pour faire jaillir la peinture des bombes, des aérosols, et permettre aussi l'expression des artistes. Donc, c'est possible d'encadrer le street art, alors avec un festival comme celui-ci. En fait, c'est pas possible d'encadrer le street art parce que c'est un mot qui est tellement vaste. Le street art, c'est tous les gens qui vont décider de mettre quelque chose sur les murs, comme ça, de manière spontanée. Donc, absolument impossible à encadrer. Par contre, ce qu'il est possible de faire, et ce qu'on essaie de faire, c'est de le proposer. Et d'essayer de le proposer sous toutes ses formes et dans toute sa diversité. C'était la baseline du festival, ça l'est toujours. On s'adresse au public. Donc, on fait forcément des grandes œuvres, des petites, du graffiti, des choses au pochoir, plein de techniques, plein d'esthétiques différentes, de manière à s'adresser à tous. C'est un booster, en fait, finalement, le Street Art Festival, non ? C'est peut-être un booster pour la métropole, en tout cas. Bientôt, on arrivera à 500 réalisations sur la métropole. Alors après, il y en a qui restent 2 ans, 3 ans, des fois il y en a qui disparaissent, mais d'une manière générale, on est à plus de 450 fresques répertoriées sur le territoire. Donc voilà, ça colore les murs, ça fait vraiment ce fameux musée à ciel ouvert. Quand on arrive à plus de 400 œuvres sur le territoire, on peut vraiment commencer à parler de musée. Et on a une diversité d'artistes qu'on a réussi à faire venir en 10 ans, qui fait que on a les plus grandes stars internationales, et puis on a été aussi un super marchepied pour des jeunes qui débutent et qui, aujourd'hui, 10 ans après, ne débutent plus et sont déjà plébiscités à l'échelle mondiale. Donc. Avec des artistes internationaux, parce que l'idée aussi, c'est de montrer cette identité très plurielle de Grenoble. On ne peut pas faire uniquement avec nos artistes locaux, on ne peut pas nécessairement peindre uniquement la forêt, la montagne. Il faut montrer aussi son ouverture, son caractère cosmopolite, qui est intrinsèque à la ville de Grenoble, à la métropole. C'est plus intrinsèque au fait. Même si là, on voit des montagnes, c'est un super exemple pour ce que je suis en train de dire. Mais... Non, mais l'idée, c'est quand on fait un festival, il faut que vous fassiez une bonne balance entre les superstars et puis les artistes qui émergent. Quand on fait découvrir, par exemple, au public un artiste qui a inventé une nouvelle manière de faire et qui casse des vitres pour s'exprimer,
Voilà, tout le monde est là, les grands yeux ébahis. Oui, mais pas chez moi, c'est un peu ça, non? Oui, sauf que aujourd'hui, c'est des artistes qui ont complètement explosé, donc on est très fiers de ça. Cette année, on va avoir une nouveauté. Ça fait 4 ans qu'on bosse avec l'Université de Grenoble et l'Université de Strasbourg sur un projet ANR, les Agences nationales de la recherche, le Graal de ce qu'on peut faire en recherche académique à l'échelle nationale. Et à la fin du mois de juin, il y a une fresque qui va être faite d'une manière un peu spectaculaire. C'est tout ce que je peux vous dire aujourd'hui. Ah, mince. Alors. C'est comme les séries Netflix, on ne peut pas parler de la saison 2. Donc là, il faudra attendre la fin du festival pour venir découvrir ce qui se passe. Bien sûr, mais de toute façon, Jérôme, tout est spectaculaire et à toute échelle dans ce street art, puisqu'on peut à la fois voir vivre tout d'un coup les murs de commerçants, on peut voir vivre les murs d'habitation, avec toujours un regard, les yeux, ils sont très très présents, ils sont souvent multiples, ça c'est un peu une constante dans le Street Art Fest. On a aussi les perspectives, un petit clin d'œil à Vasarely peut-être, dont on a toujours des traces derrière la note vitesse. Effectivement. Et ouais. Par exemple, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, mais ça divise. Certains peuvent dire oh, mince, j'ai la vue sur ce truc-là, j'aime pas du tout. C'est un risque aussi qu'on prend. Effectivement, c'est un risque. Ça veut dire que légalement parlant, la personne qui est propriétaire du mur dit moi je veux bien avoir sur mon mur telle œuvre. Si la mairie dit ok, l'œuvre prend lieu et place. Et puis la personne qui a vue directe sur le mur, si elle n'aime pas, un petit peu, tant pis pour elle, elle n'a pas tellement voix au chapitre. Donc elle doit être adaptée aussi au quartier quand même, à l'écoute des gens. Il y a une étude là-dessus avant de s'exprimer? Absolument impossible. Si jamais vous ouvrez la boîte de Pandore, vous allez toujours avoir quelqu'un qui va dire « Ouh là là, moi je veux pas parce qu'il n'aime pas ses voisins ou je sais pas quoi ». Ça rentre, si on essaye d'aller jusqu'à ce niveau-là de consensus... On va ultra réglementer après. On n'arrive à rien. Il n'y a rien qui est faisable. Plus généralement, elles sont... Jusqu'à présent, ça plaît, ça donne une couleur à Grenoble qui la différencie d'autres municipalités. On est parti d'une page blanche il y a 10 ans. Bon, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui marque un petit peu la ville. L'Office du tourisme. Fontaine, Saint-Martin-d'Air. Oui, c'est toute quand je dis la ville, c'est la métropole. Hein. On est sur tout le territoire. Et donc les murs, de toute façon, plutôt qu'un mur sale, un mur bien coloré, et souvent un mur qui va raconter aussi une tranche de société. C'est souvent un mode d'expression, un mode très contestataire aussi. Parfois, mais on a la chance à Grenoble d'avoir ce bâtiment-là. Les images que vous présentez, c'est un endroit juste derrière l'école d'art, à côté du gymnase Hoche et le collège Champollion. Donc c'est vraiment un quartier hyper central où on a ce bâtiment qui appartient techniquement parlant à la métropole. Il est sur le territoire de Grenoble et Christophe Ferrari nous a donné l'autorisation de venir y apposer les fresques qui pourraient être un petit peu, on va dire, violentes ou engagées politiquement parlant. Et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir offrir cette vraie liberté d'expression à certains artistes qui, quand ils s'expriment d'une manière un peu forte, ont parfois beaucoup de mal à trouver un propriétaire de mur qui va lui dire allez, je veux bien avoir Trump en train de sauter sur la planète ou je sais pas qui ou le président de la République, on a vu sur ces images-là, à l'intérieur du musée de peinture. D'ailleurs, comme un clin d'œil à l'évolution de cet art qui vit avec son temps. Toujours, chaque année, vous avez un happening, on va dire presque c'est un mot très artistique, une manifestation dans cet ancien musée de peinture. Et ça sera le cas encore cette année. Ça sera le cas encore cette année. Donc, on a ces 1000 mètres carrés, ces 2 grandes salles dans lesquelles on accueille le travail d'atelier des artistes qui s'expriment sur les murs. Ça veut dire que quand vous venez au festival, vous allez voir à la fois le même artiste peindre une façade qui peut faire 10 étages et en parallèle venir voir son travail d'atelier, donc ce qu'il va faire sur toile, sur papier, des croquis, des sketchs préparatoires. Ça peut être toute sa production artistique, aussi large qu'elle soit, mais ça permet de rencontrer l'artiste avec toutes ses casquettes, on va dire. C'est ça qui est intéressant. L'ancien musée de peinture, c'était un projet graine de projet, ça ne l'est plus non plus, mais c'est vrai que c'est devenu un espace absolument unique et donc ça promet toujours un très bel événement avec, alors on ne peut pas décrire non plus tout le programme, on avait noté cet artiste espagnol qui s'appelle Day, c'est ça, avec... Ruins and Stars and That White Noise in the Background, pour ceux qui parlent anglais, mais c'est le nom de l'expo. Voilà, en tout cas c'est le nom de sa presta. C'est une exposition solo qui va... immersive.
J'espère. C'est vrai. Vous nous direz. Mais voilà, avec une petite scéno un peu sympa. Et là, il y a plus d'une trentaine de pièces qui vont, qui vont être accueillies dans toute la partie arrière de la grande salle de Oise qui est au fond du musée. Salle Matisse. Où c'est la salle Matisse. Salle Matisse, ouais. Et donc là, voilà, on a on va pouvoir rentrer vraiment dans tout l'univers de l'artiste. Et voilà, c'est en ça que c'est immersif. Du 30 mai au 20 juillet. Et immergez-vous, vous aussi, dans ce Street Art Fest Grenoble-Alpes pour le soutenir. Vous avez pu récupérer 40 000 € en lançant une cagnotte. C'est sur Hello Asso. Hello Asso, sur Hello Asso. Vous pouvez encore participer, car les baisses de financement ont été drastiques, même cette année notamment. Et il faut l'année dernière et cette année, il faut sauver le festival. On a perdu 65 000 € de subventions publiques. Donc ça fait grosso modo deux salaires à l'année. Et ça nous a fait arrêter toute la partie médiation, tout le travail qu'on faisait avec les écoles. Enfin bon, on a dû licencier tout le monde. Et l'événementiel notamment, un peu plus... En tout cas, oui, la médiation. Mais quasiment tout à Space Junk. Et donc là, aujourd'hui, on est en train d'essayer de relever de relever la tête, et on a fait appel à la générosité du public en échange aussi de contreparties, de belles affiches de Shepard Fairey, etc. Et donc cette campagne de dons, cette collecte de dons, elle a super bien marché. Et donc, elle est toujours en cours, hein. On peut y aller encore. Elle est toujours en cours jusqu'à la fin du festival. Et donc, merci à tous ceux qui ont participé déjà. Et n'hésitez pas à soutenir cette manifestation qui a de moins en moins d'argent public, mais qui va avoir de plus en plus, je l'espère, du soutien du public. Et ce Street Art Festival qui fait aussi la renommée de la métropole. Certains viennent aussi pour les parcours de street art. Voilà, c'est la 11e édition. C'est du 27 mai au 29 juin. Merci encore. Hop, tout de suite les bons plans. On y va quand même. On y va quand même parce que j'ai explosé mon timing, je suis humble et je vous le dis. Donc, on va tout de suite à la MC2. C'est évidemment c'est votre autre chez vous en ce moment, Brahim. Exactement, c'est mon autre maison et mon coup de cœur, c'est la programmation de la saison prochaine. Ah, d'accord. Extraordinaire. Avec un sublime one-man show, comme on dit, un seul en scène. Voilà, seul en scène, exactement. Programmation de dingue de janvier à juin. Vous allez, de septembre à juin. Je vais me faire tuer sinon. Septembre à juin. C'est ça, exactement. La MC2, votre coup de cœur. On a également Scalène. Oui, la compagnie Scalène. Et oui, regardez, là c'est très culturel. Voilà, on reste... Ah ben voilà, il n'y a que ça, c'est pas grave. C'est le petit montage. Ça y est, c'est bon, on les a vus. Ah non, ça y est. Donc qu'est-ce que c'est? Scalène investit les magasins qui sont fermés. Il les réouvre, et il les réouvre en grand auprès des habitants et des artistes pour que chaque personne qui vit dans le quartier puisse venir y déposer autour de l'histoire du quartier, que ce soit l'histoire d'avant ou celle qui est actuelle. Et du coup, c'est une belle rencontre entre tous ces mondes. Et ils organisent tous les mois un événement vraiment culturel autour de la danse, du spectacle, du théâtre. Et ils organisent aussi un très grand événement en octobre qui s'appelle le Festival Ouverture Exceptionnelle, où là, ils investissent toute la rue et plein de petites boutiques les unes à côté des autres. Et c'est vraiment à découvrir. Une autre réappropriation de l'espace, bien sûr. Jérôme, 10 secondes. Pour rester dans le thème culturel, moi, je pense que ça vaut le coup d'aller voir la foire Art Up à Alpexpo, qui va se tenir du 22 au 25 mai. Donc, juste avant le festival, on y aura un stand, on pourra vous accueillir, vous rencontrer. Et puis si vous voulez découvrir tout ce que le monde de l'art a à offrir, n'hésitez pas à venir faire un tour. Parce que l'art, il fait du bien, on l'a prouvé ici autour de cette table. Encore merci à vous tous, les artistes que vous êtes, Brahim Koutari, énorme carrière à vous, bien sûr, on est toujours là. Merci au Minimistan et au Street Art Fest Grenoble-Alpes, soyons exacts. Et merci encore à vous tous, à très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.